Donc, je me présente, je m'appelle Claire Cross. Je suis chargée de projet sur l'agriculture biologique à AgroTransfert et je suis en charge notamment du projet Vive les Bio 2, projet dans le cadre duquel ce webinaire prend place. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gestion des adventices vivaces sans herbicides. Donc, on va plus spécifiquement discuter du chardon des champs, du laitron du champ et des rumex, donc rumex crépus et rumex à feuilles obtuses. Alors, je vais juste vous présenter d'où viennent les données. Donc, à AgroTransfert, on fait des projets sur l'agriculture biologique depuis 2013, donc avec le projet AgriBio, qui a débuté de 2013 à 2017 et pendant lequel on a fait une synthèse des connaissances disponibles, notamment dans la littérature scientifique, sur la gestion des vivaces, du coup. Et ce projet s'est poursuivi par le projet Vive les Bio, qui a débuté en 2017, où là, on a un peu plus capitalisé sur les expériences des agriculteurs, les expériences et les savoirs des agriculteurs, via des ateliers de co-conception, via une traque aux innovations et via des essais de stratégie en rupture sur des parcelles agriculteurs. Et le projet se poursuit avec Vive les Bio 2 depuis 2020, où là, on va faire un focus sur le laitron, qui est une adventice qui est peu connue en France et sur lequel on a peu d'informations. Et pour l'instant, les travaux ont consisté à faire une enquête des producteurs en région en partenariat avec l'école d'ingénieurs de Lille, Junia. Donc tous ces projets sont menés en partenariat avec les chambres départementales d'agriculture des Hauts-de-France, l'association Bio Hauts-de-France et depuis 2020 avec les coopératives du marché de Falampin et de Norabio. Ils sont financés par la région Hauts-de-France, par les agences de l'eau, Artois-Picardie et Seine-Normandie. Donc, un petit point déjà sur les caractéristiques des adventices qu'on appelle vivaces. Donc, je vais vous mettre un petit sondage sur Livestorm. Donc, vous allez dans l'onglet sondage et normalement, un sondage va apparaître. Donc, quelle est la particularité des adventices vivaces selon vous? Est-ce que c'est que leurs graines peuvent se conserver longtemps dans le sol? Est-ce que c'est qu'elles ne produisent pas de graines? Ou est-ce que c'est qu'elles peuvent se reproduire à la fois par les graines et par les racines? Pour l'instant, vous êtes à 86% à répondre qu'elles peuvent se reproduire à la fois par les graines et par leurs racines, et 14% à dire que les graines peuvent se conserver longtemps dans le sol. Donc effectivement, les adventices vivaces ont se distinguent parce qu'elles ont deux modes de reproduction. Le mode de reproduction qui est commun à tous les végétaux, qui est la reproduction sexuée, donc qui nécessite la fusion de gamètes mâles et femelles, donc via les fleurs et la production de graines du coup. Et le deuxième mode de reproduction, c'est ce qu'on appelle la multiplication végétative. Donc c'est via des organes de reproduction non sexués. Donc souvent ce sont les racines. Donc, il y a la multiplication végétative spontanée qui consiste en fait pour la vivace à développer son système racinaire souterrain. Et du coup, il y a des pieds qui vont apparaître à quelques centimètres ou quelques mètres du pied principal. Et dans les champs cultivés, il y a la multiplication végétative accidentelle créée par le travail du sol. En fait, en travaillant le sol, on va fragmenter le système racinaire et de chaque fragment racinaire va pousser un ou plusieurs pieds. Du coup, ça permet aux vivaces de se reproduire beaucoup plus facilement. Donc, pour les adventices vivaces, finalement, c'est ce mode de reproduction, la multiplication végétative, qui est majoritaire dans les champs. Pour le chardon, par exemple, on estime que moins de 5% des pieds de chardon qu'on retrouve dans les champs sont issus de la reproduction sexuée, donc de la germination de graines. Donc, les vivaces, comme elles se reproduisent par les racines, leur présence va beaucoup dépendre, leur présence et leur vigueur va beaucoup dépendre des réserves racinaires. Donc, ces réserves, elles vont évoluer au cours de l'année. Donc, à la fin de l'hiver, elles vont puiser dans leurs réserves racinaires pour produire des nouvelles pousses, jusqu'à ce qu'on appelle le point de compensation, où elles vont faire assez de photosynthèse pour pouvoir remettre en réserve. Et dans une deuxième phase, à la fin du printemps, elles vont repuiser encore une fois dans leurs réserves de façon un peu plus importante pour faire monter les tiges et pour faire apparaître les bourgeons floraux. Donc, au stade d'apparition des bourgeons floraux, les réserves racinaires sont au minimum. Donc, c'est fin printemps, début été.
en mai, juin, juillet. Et ensuite, pendant tout l'été, elles vont profiter de la photosynthèse pour faire le maximum de réserves avant l'hiver, avant l'entrée en dormance. Donc, la dormance, c'est quand elles ne produisent plus de nouvelles pousses. La dormance arrive en général en automne. Donc, c'est en automne que leurs réserves racinaires sont au maximum. Du coup, tout l'objectif de la gestion des adventices vivaces, ça va être de les empêcher de reconstituer leurs réserves racinaires, puisque plus elles ont de réserves racinaires en automne, plus elles seront concurrentielles au printemps suivant pour la culture suivante. Donc, sur cette notion de point de compensation que je viens juste d'évoquer, donc le schéma en haut à gauche permet d'essayer de visualiser à quoi il correspond. Donc, vous voyez qu'en bleu, c'est l'énergie racinaire qui est utilisée par la vivace pour produire des nouvelles pousses. Donc, elle va puiser dans ses réserves pour produire la pousse. Et en orange, vous avez l'énergie qui est produite par la photosynthèse et qui est produite par la plante grâce à la photosynthèse. Et le point de compensation, c'est vraiment où il y a le moment où il y a plus d'énergie qui est produite par la photosynthèse que d'énergie qui est dépensée pour la pousse, du chardon, enfin de la vivace. Ensuite, dans les graphiques en bas à droite, donc c'est une étude qui a été faite au Canada en 2018, où vous voyez qu'il y a en ordonnée, c'est la biomasse racinaire, et en abscisse, c'est le nombre de feuilles qui font plus de 5 cm. Donc, vous voyez que pour le chardon, la biomasse racinaire augmente. Donc, on suppose que les réserves racinaires augmentent aussi à partir du stade 6-8 feuilles. Donc, ça augmente légèrement à partir de 6-8 feuilles. Et que pour le laiteron, la biomasse racinaire augmente fortement à partir du stade de 5-7 feuilles, voire 4-6 feuilles. Et à noter que pour le laiteron des champs, la dynamique de mise en réserve est beaucoup plus importante et plus rapide que pour le chardon. Donc, dans le tableau en haut à droite, je vous ai mis le fameux point de compensation. Donc, pour le chardon, je l'ai dit, 6-8 feuilles. Pour le laiteron, 4-6 feuilles. Et pour le rumex, on est autour du stade 3-4 feuilles. Donc, le moment privilégié pour intervenir sur les vivaces, ça va être pendant l'interculture, en été. Donc là, je vous ai mis l'exemple du chardon. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la moisson, du coup, on va détruire une partie des parties aériennes du chardon. Et ensuite, on va pouvoir intervenir avec des déchaumages pour détruire tous les pieds et un peu du système racinaire superficiel du chardon. Du coup, ça va l'obliger à puiser dans ses réserves racinaires pour produire des nouvelles pousses. Et du coup, il va falloir repasser, à chaque fois, redétruire les pieds juste avant qu'il ne recommence à refaire des réserves grâce à la photosynthèse. Donc, au stade du point de compensation qu'on vient d'évoquer. Et du coup, en l'épuisant de cette sorte, on limite les réserves qu'il va faire avant l'hiver, et du coup, on va limiter sa vigueur pour l'année suivante. Donc, je vais aborder maintenant les caractéristiques biologiques des 3 vivaces spécifiquement dont on va parler. On me pose la question du point de compensation pour le liseron des champs. Je n'ai pas cette information-là. Mais j'essaierai d'y répondre du coup après le webinaire. Du coup, pourquoi connaître la biologie de ces adventices? Tout simplement pour guider les choix qui permettront de les maîtriser. Donc ici, je vais aborder 4 grandes questions qui me reviennent quand même assez régulièrement lorsque je fais des interventions lors des formations sur la gestion des vivaces. Donc on va commencer par les facteurs pédoclimatiques. Donc pourquoi est-ce que les vivaces se développent mieux certaines années ou dans certaines parcelles? Parce qu'elles sont favorisées par certains facteurs climatiques ou certains facteurs pédologiques. Donc j'ai essayé de vous mettre les principaux ici, ceux qui sont issus de la littérature. Il faut savoir que la littérature scientifique ne permet pas non plus de répondre à toutes les questions. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Mais pour le chardon des champs, ce qui est sûr, c'est qu'il est avantagé par les printemps pluvieux. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, il s'est particulièrement développé dans les parcelles, que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. Et en 2016, ça avait été le cas aussi, notamment dans l'Oise, où les acteurs avaient vu le chardon exploser dans leurs parcelles après un printemps particulièrement pluvieux. D'une manière générale, il est avantagé en sol profond, il préfère les sols plutôt riches, et il résiste assez bien au tassement. On va voir pourquoi ensuite.
Pour le laitron des champs, lui, c'est une culture qui a un fort besoin de lumière, on l'a vu, il stocke énormément de réserves racinaires, donc il a besoin de beaucoup de lumière pour faire de photosynthèse, et il préfère les sols plutôt humides. Et enfin, il est avantagé par les sols riches en potassium. Donc il peut se développer dans les sols qui sont faiblement pourvus en potassium, mais dans ces sols-là, s'il y a un apport de potassium qui est fait, ça va avoir tendance à faire exploser le laitron. Donc c'est une remarque qui est faite par les agriculteurs lors de l'enquête qu'on a effectuée. Après un apport de vinasse, le laitron peut se développer très très fortement. Et pour les rumex crépus et à feuilles obtuses, donc c'est les deux principaux rumex qu'on retrouve dans les champs cultivés. Donc le rumex crépus, il est reconnaissable parce que le bord des feuilles est assez rondulé. Il a des feuilles assez longues et fines, tandis que le rumex à feuilles obtuses, il a des feuilles plus charnues, plus rondes et plus lisses. Donc le rumex crépus, on le retrouve plutôt dans les sols secs, dans les sols drainants, et le rumex à feuilles obtuses plutôt dans les sols frais, voire hydromorphes. Ensuite, est-ce qu'il faut craindre du coup la germination des graines de vivaces? Est-ce qu'il faut contrôler la production de graines de ces vivaces? Donc pour le chardon des champs, donc je l'ai dit, il y a plus de 95% des pieds qu'on retrouve dans les parcelles qui sont issus de la multiplication végétative, donc pas de graines. Toutefois, la reproduction sexuée, ça peut lui permettre de s'adapter, d'acquérir de nouvelles caractéristiques biologiques et de s'adapter plus facilement du coup aux pratiques de gestion qu'on lui fait subir. Donc ça peut lui donner un avantage. La diversité génétique peut lui donner un avantage dans les champs cultivés, notamment en agriculture biologique où aucune pratique n'est efficace à 100%. Donc c'est pas son mode de reproduction majoritaire, mais c'est quand même à surveiller. Pareil pour le laitron des champs, même si on a moins de données sur la quantité de laitrons qui germent dans les parcelles. À noter que le laitron des champs au stade plantule, il est très difficile à distinguer du laitron rude et du laitron maraîcher. Donc c'est assez dur de savoir lequel c'est au stade plantule. Et enfin pour le rumex, là c'est différent. Donc le rumex est une vivace accidentelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir une multiplication végétative spontanée, il ne va pas étendre son système racinaire de façon spontanée pour faire des pieds un peu plus loin que le pied principal. Par contre, c'est une vivace quand même, parce que si on segmente sa racine, il va faire autant de pieds qu'il y a de fragments de racinaire. Et c'est une vivace un peu particulière parce que son mode de reproduction majoritaire reste du coup la germination des graines. Donc vous voyez que le taux de germination des graines est très élevé, il est de 90-95%, et chaque pied peut produire entre 40 000 et 60 000 graines. À savoir que l'ingestion des graines par les ruminants n'affaiblit pas trop la capacité germinative des graines. Donc on peut réensemencer les champs en apportant du fumier d'animaux qui ont ingéré des graines de rumex. À noter aussi que les hampes florales de rumex, même si elles sont fauchées, même encore vertes, il y a un pourcentage des graines qui peut arriver à maturité. Donc si on fauche les hampes florales, on n'est pas à l'abri de réensemencer son champ en rumex. Voilà. Donc, est-ce que je dois craindre la germination des graines de vivaces? Pour le chardon et le laitron, c'est une crainte modérée. Par contre, pour le rumex, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ensuite, quelle est la meilleure période pour intervenir? Ça dépend en fait de quand est-ce que les réserves sont au minimum. Donc, pour la plupart des vivaces, les réserves sont au minimum au moment de la floraison, donc en mai, juin, juillet. Et ensuite, c'est l'entrée en dormance qui va définir à quel moment est-ce qu'il faut gérer les vivaces. Si le but, c'est de les épuiser, c'est donc de les obliger à refaire des pousses pour qu'elles puissent dans les réserves, il faut essayer de faire les passages avant qu'elles rentrent en dormance. Parce qu'une fois qu'elles rentrent en dormance, on va juste fragmenter le système racinaire, mais elles ne vont pas puiser dans les réserves pour faire des nouvelles pousses. Donc, on va être moins efficace sur l'épuisement. Donc pour le chardon des champs et le rumex, l'entrée en dormance arrive en novembre. Donc finalement, la meilleure période pour intervenir, c'est entre la moisson et fin octobre. Pour le laitron, en revanche, vous voyez que l'entrée en dormance est beaucoup plus précoce. C'est fin août, début septembre. Donc la fenêtre de tir pour intervenir par épuisement sur le laitron est beaucoup plus faible.
Après, il est toujours possible d'intervenir avant la moisson, mais en général, il y a toujours une culture, donc c'est pour ça que j'ai mis des pointillés, parce que c'est la période idéale pour intervenir, mais c'est pas la période la plus facile pour intervenir. Et enfin, pour le rumex, pour intervenir, il faut aussi penser à intervenir au printemps et en automne, à la période où les graines sont en train de germer. Donc, on y reviendra après. Et à quelle profondeur est-ce qu'il faut travailler, avec quel type d'outils? Donc ça, il faut regarder le système racinaire de chaque vivace pour essayer de prendre la meilleure décision. Donc le chardon racinaire, le système racinaire est compris entre 0,30 et 0,60 cm de profondeur, mais il y a certaines racines qui peuvent descendre jusqu'à 6 mètres de profondeur. Toutes les racines peuvent produire des nouveaux bourgeons si on les fragmente ou si on les détruit. Du coup, la meilleure stratégie pour essayer de venir à bout du chardon, ça va être vraiment d'essayer d'épuiser le chardon par des destructions des pieds et des racines superficielles. Donc, pour l'obliger à puiser dans les réserves qu'il a beaucoup plus profondément et qu'on ne pourra pas atteindre de toute façon par un travail du sol. À noter que cette profondeur d'enracinement du chardon explique qu'il résiste plutôt bien au tassement. Donc, comme son système racinaire est déjà en place quand le sol est tassé, il peut facilement passer en dessous pour aller chercher l'eau et les éléments nutritifs. Pour le laitron des champs, le système racinaire est beaucoup plus superficiel. Donc, 75% des racines sont comprises à 0,15 ou 0,25 cm. Il y a quelques racines qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Du coup, on peut essayer de l'épuiser par des destructions répétées, mais on l'a vu, la fenêtre de tir après la moisson pour avoir 100% des pieds est assez courte. Et du coup, il peut être plus pertinent d'essayer de détruire les racines superficielles. Pour le rumex, donc crépus à feuilles obtuses, la partie de la racine qui contient les bourgeons qui vont produire des nouvelles pousses est la partie vraiment superficielle, ce qu'on appelle le collet, donc en dessous de la surface du sol. Donc c'est les 4-5 cm, la fin du collet à 4-5 cm pour le rumex crépus, à 7-8 cm pour le rumex à feuilles obtuses. Donc là, il peut être pertinent d'essayer de scalper les racines du rumex pour essayer de détacher le collet du reste de la racine, qui ne sont que des réserves, racinaires, et d'essayer d'extraire le collet du sol, le laisser en surface, soit l'extraire de la parcelle, soit le laisser en surface par temps chaud et sec pour qu'il dessèche. Donc, je vous ai fait un petit résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, quelles sont les principales caractéristiques à prendre en compte pour gérer les vivaces? Donc, le chardon, sa caractéristique, c'est qu'il a un système racinaire trop profond pour qu'on arrive à détruire toutes les racines. Donc, les moyens, les stratégies de gestion à mettre en place, c'est soit l'épuisement par des destructions répétées des pousses, soit la compétition racinaire avec des plantes qui sont capables de s'enraciner aussi profondément que lui et qui sont assez compétitives pour prendre le dessus sur la partie aérienne. Donc ça, c'est grâce à des fauches notamment qu'on peut réussir à favoriser la culture par rapport au chardon. Le laitron des champs, donc lui, il a un système racinaire assez superficiel, donc on peut essayer de le détruire par un travail du sol. Par contre, il a une entrée en dormance très très tôt, début septembre, donc on ne va pas pouvoir l'épuiser en été, il faudra essayer de l'épuiser au printemps, ou essayer de détruire les racines en été par dessiccation du coup. Et enfin, c'est une culture qui a besoin de beaucoup de lumière, donc elle va être très sensible à la compétition aérienne, notamment en mai-juin. Enfin, le rumex crépus, donc c'est pour détruire les pieds qui sont en place, on peut essayer de scalper et de détruire les collets. Et ensuite, il faut surtout penser à gérer les graines, à l'empêcher de fleurir et surtout à gérer les graines qui vont germer. Voilà pour cette partie. Donc, je vais répondre à quelques questions. Je vais publier un petit sondage sur Livestorm sur donc, donc, je vous pose une petite question pour voir si vous avez retenu. Donc, la période idéale pour épuiser les réserves racinaires du chardon, est-ce que c'est plutôt mai, juin, juillet? Est-ce que c'est juillet, août, septembre? Ou est-ce que c'est septembre, octobre, novembre? Donc, c'est un prérequis indispensable pour réfléchir à la stratégie de gestion du chardon. Donc, je vous laisse y répondre. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Alors, il y a eu la question sur l'impact d'un processus de méthanisation sur les adventices.
Donc j'imagine que la question portait sur les graines des adventices. Donc j'ai pas de réponse pour le chardon et pour le laitron. Pour le rumex, on sait que y a des études qui ont montré que si on montait en température les graines de rumex à 52-55 degrés pendant 10 à 15 jours d'affilée, elles perdaient leur capacité de germination. Je vais y revenir tout à l'heure. Enfin, il y a une question sur les couverts très concurrentiels pour le laitron. Alors les couverts sont en général implantés en août. Et effectivement, le laitron, là où il a le plus besoin de lumière, c'est en mai-juin. Du coup, effectivement, c'est une piste qu'on va explorer, lors des essais qu'on va faire avec les producteurs, savoir si on implante un couvert, est-ce qu'on a un effet concurrentiel sur le laitron significatif. Donc, vous avez répondu à la question. Donc, à 50%, vous avez dit juillet, août, septembre. À 29%, vous avez dit mai, juin, juillet. Et à 21%, vous avez dit septembre, octobre, novembre. Donc, la période idéale, c'est vraiment mai, juin, juillet, parce que c'est le moment où les réserves racinaires sont au plus faibles. Donc, c'est le moment où il y a l'apparition des bourgeons floraux. Par contre, effectivement, la période idéal en pratique pour intervenir sur le chardon, c'est effectivement juillet, août, septembre, puisque c'est le moment où il y a, après la moisson, où il n'y a plus de culture et où on peut détruire 100% des pieds. Donc, merci d'avoir répondu. Donc, on va voir ensemble les stratégies de gestion qu'il est possible d'essayer de mettre en place pour gérer le chardon. Donc, il y a 3 moments, du coup, où on peut essayer de gérer le chardon. La première, c'est dans la rotation de culture. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la rotation pour gérer le chardon? La deuxième, du coup, c'est en culture. Donc, à la fin du printemps, donc juste avant l'apparition des bourgeons floraux, essayer de le détruire au moment où il est le plus sensible, où les réserves racinaires sont au plus faibles. Et la deuxième période, du coup, c'est en interculture. Donc, quand il n'y a plus de culture sur la parcelle et qu'on peut réussir à détruire 100% des pieds. Donc déjà, dans la rotation, la principale culture qui permet de gérer le chardon, c'est la luzerne. Donc la luzerne, prairie de légumineuses qui est fauchée ou pâturée régulièrement. Donc une seule fauche ne suffit pas, il faut au moins 2-3 coupes pour avoir un effet sur le chardon. Donc pourquoi? C'est parce que la luzerne, notamment, est capable de s'enraciner aussi profondément que le chardon. Donc elle le concurrence sur l'exploration racinaire. Et quand elle est fauchée, elle va prendre le dessus sur le chardon, qui va être plus lent à redévelopper ses feuilles. Du coup, elle va le concurrencer à la fois sur les racines et à la fois pour la photosynthèse. Cependant, dans les enquêtes, sur les parcelles qu'on a suivies, on a observé que le chardon réapparaissait en général 3 ans après la destruction de la luzerne. Donc, ce n'est pas une pratique qui permet de se débarrasser du chardon ad vitam aeternam sur les parcelles. Ensuite, le deuxième moment pour gérer le chardon, donc c'est en interculture. Donc, je voulais expliquer, le principe, ça va être de détruire tous les pieds pour obliger le chardon à repousser. Et en repoussant, il va puiser dans ses réserves. Donc voilà, c'est faire des destructions successives pour l'obliger à puiser de plus en plus dans ses réserves. Donc, on a mené des essais chez les producteurs pendant 2 ans, donc 2 années d'affilée, où on leur a demandé de faire chaque été des déchômages répétés, et de faire 2 cultures d'hiver sur les 2 campagnes. Donc, il y a 6 agriculteurs qui ont accepté de mettre en place l'essai. Et on a observé des réductions de chardon de 37 à 100% chez 5 producteurs et une stagnation des densités chez le 6e agriculteur. Donc, c'était un effet finalement très variable de cette pratique. Mais au final, dans aucune parcelle, il y avait plus de 20 chardons au mètre carré. Donc, on s'est posé quand même la question de pourquoi est-ce que la stratégie est aussi variable d'un agriculteur à l'autre. Donc, on a trouvé 4 conditions d'efficacité de la pratique. La première, c'est l'outil utilisé. Donc, pour détruire le chardon, le but est de détruire 100% des pieds de chardon. Donc, il faut utiliser un outil qui va scalper ou qui va avoir un très bon recouvrement. Donc, on s'est rendu compte que pour les mêmes outils, pour le même outil qui scalpe, il faut faire très attention au recouvrement des ailettes. Donc, avoir un recouvrement de 30% permet vraiment d'éviter d'avoir des pieds qui passent entre deux dents. À noter que le cover crop est aussi efficace, donc un déchômeur à disque.
Cependant, il aura tendance à fragmenter fortement les racines superficielles. Donc, il faut être absolument sûr de passer avant la fin de la dormance et de pouvoir détruire les pieds qui vont repousser derrière le passage de cover crop pour vraiment les épuiser de façon efficace. Sinon, ils vont juste bouturer. On va juste les multiplier. Donc, le deuxième point, c'était l'intervention au fameux point de compensation. Donc, c'est le stade 6-8 feuilles pour le chardon. Donc, dans toutes les tâches qu'on a suivies, donc chez les 6 agriculteurs, effectivement, les parcelles où on a observé des diminutions de densité du chardon au bout de 2 ans de plus de 75%, c'est les parcelles où l'agriculteur observait et attendait le fameux point de compensation pour intervenir sur la parcelle. Donc, il attendait que la majorité des chardons dans son champ soient au stade 6-8 feuilles. Et enfin, troisième facteur de réussite du coup des déchômages, c'était les conditions sèches. Donc ça, c'est un peu plus dur à piloter quand on est producteur, mais il faut savoir que quand le temps est chaud et sec après le déchômage, on va pouvoir détruire plus de racines et du coup être beaucoup plus efficace sur la maîtrise du chardon. Et enfin, dernier facteur de réussite, c'était vraiment de combiner des chômages répétés d'été et culture étouffante. Donc, vous voyez dans le graphique, donc les tâches où on a observé des diminutions de densité du chardon de plus de 75%, c'était les tâches où il y avait au moins une culture très compétitive l'une des 2 années. J'ai mis en exemple l'escourgeon. L'escourgeon, c'est une culture vraiment intéressante puisque non seulement elle est étouffante, donc elle va vraiment concurrencer le chardon, mais en plus, c'est une culture qui se récolte très tôt et au moment de la floraison du chardon. Donc, ça va permettre vraiment de commencer la stratégie d'épuisement du chardon au moment où les réserves sont au minimum, sans le laisser restocker un peu avant de commencer à l'épuiser. On pose souvent la question d'un couvert d'interculture pour concurrencer le chardon pendant l'été, et du coup pour l'empêcher de faire la photosynthèse et du coup de limiter sa remise en réserve. Donc on a fait des tests chez 3 producteurs sur les campagnes 2016-2017 et dans nos tests, il y avait quand même une augmentation des densités de chardon dans 2 parcelles sur les 3. Donc pour nous, c'était vraiment pas concluant. Notre conclusion, c'était que dans des parcelles où les densités de chardon sont relativement faibles, le couvert d'interculture va sûrement permettre de maintenir ces densités faibles. Par contre, dans les parcelles où les densités de chardon sont très très fortes, le couvert va maintenir ces densités, donc il n'aura aucun effet sur la maîtrise du chardon. Ensuite, les stratégies de gestion du chardon en culture, du coup, c'est les binages, donc toutes les cultures qui peuvent être binées en mai-juin. Donc, on n'arrivera jamais à détruire 100% des pieds de chardon, mais on arrive à passer sur 50-60% de la surface. Et du coup, c'est quand même non négligeable. On arrive quand même à épuiser une bonne partie des pieds. Et ensuite, une autre culture qui permet vraiment de gérer le chardon, c'est les cultures de printemps cerclées, type légumes plein champ. Elles sont intéressantes parce qu'elles combinent 3 facteurs. Une implantation tardive au printemps, ce qui permet de faire des préparations du sol assez tardives en mars-avril, au moment où le chardon commence à apparaître dans les champs. Donc, on va lui faire prendre du retard. On va commencer à le détruire quand il commence à faire de la photosynthèse et à stocker des réserves. Elle combine des binages répétés, donc comme on l'a dit en mai-juin, à la période où les réserves sont minimum. Et notamment les légumes de plein champ, ce sont des cultures qui sont désherbées manuellement. Donc on va même réussir à détruire les pieds qui sont sur les rangs des cultures. Donc c'est des cultures qui sont assez efficaces du coup pour gérer le chardon. Donc un essai qui avait été mené du coup dans Vive les Bio, ça avait été vraiment de faire des déchômages d'été suivi des déchômages de printemps, donc des préparations du sol avant le semis des cultures, l'implantation d'une culture d'été assez tardive qui est binée plusieurs fois. Et effectivement, chez les 3 agriculteurs qui ont testé, il y a eu des réductions de densité de 75% pour 2 d'entre eux. Et dans aucune des parcelles, il n'y avait plus de chardon au mètre carré après la 2e année. Donc c'était plutôt très favorable. On a aussi testé dans le cadre de ces essais la jachère agronomique ou la jachère travaillée.
Donc, une année blanche où on travaille le sol sur 100% de la surface. C'était pas du tout probant. Donc, il y a 3 producteurs qui ont testé et il y a eu une stabilisation des densités chez 2 agriculteurs, une diminution chez le 3e, mais on se retrouvait quand même avec des densités de 20-30 chardons au mètre carré sur les parcelles. Donc, c'est pas du tout satisfaisant, sachant que ce que l'année blanche induit. Donc, aucun revenu cette année-là sur la surface en jachère. Donc, ça nous a appris, cet essai, ça nous a appris que finalement, pour gérer le chardon, il fallait vraiment combiner les différents leviers. Le travail du sol ne suffit pas seul. Ce qui est vraiment efficace, c'est de combiner ce travail du sol à la compétition végétale, puisque les plantes vont concurrencer à la fois le chardon pour la lumière, mais surtout pour l'exploration racinaire. J'ai fini avec le chardon. Donc, je vais répondre à vos questions sur le chardon. En attendant, je vous mets un petit sondage sur le latron dans la partie sondage. Hop là. Voilà. Donc, la question que j'ai mise dans le sondage, c'est: le latron produit de nouvelles pousses juste après un travail du sol réalisé en février, en juillet ou en septembre? Il y a une seule bonne réponse. Alors, il y a une question sur: est-ce que 10 chardons au mètre carré, c'est satisfaisant comme résultat? Alors, 10 chardons au mètre carré, on continue à avoir un impact sur le rendement de la culture. Donc, dans la littérature, non, c'est pas satisfaisant. Après, c'est vrai que pour nous, c'était comme on était vraiment au cœur des tâches, 10 chardons au mètre carré, c'est vrai que c'était une moyenne, donc ça veut dire qu'il y en avait plus à côté et moins à d'autres. Ce qui, après coup, ce qu'on s'est dit, ce qu'il aurait été pertinent de faire, c'est d'essayer de mesurer la superficie des tâches. Mais c'est vrai qu'on l'a pas fait et on va essayer de le faire pour le laitron. Puisqu'effectivement, la superficie des tâches va vraiment c'est de la superficie des tâches que va vraiment dépendre l'impact sur le rendement de la culture. Il y a une question sur: est-ce qu'il y a des légumes culture sarclés plus intéressants que d'autres? Du coup, les légumes qui vont être très intéressants pour gérer le chardon, ça va être les légumes implantés très tardivement, comme la betterave rouge par exemple, qui est implantée en juin, qui va permettre de commencer à épuiser le chardon avant l'implantation, donc en plein sur toute la parcelle. Dans nos essais, on a demandé aux producteurs de réaliser au minimum 3 déchômages. Après, il y avait des producteurs qui étaient motivés, qui ont fait 4 passages, et d'autres qui étaient un peu plus pris par le temps et qui en ont fait que 2. Sur la stratégie de destruction du chardon en prairie permanente ou en prairie temporaire, alors, on n'a pas vraiment de référence sur les prairies qui durent plus de 3 ans, puisque on sait, dans notre réseau, ce sont surtout des producteurs de grandes cultures. Il y avait pas vraiment d'éleveurs. Et en Hauts-de-France, du coup, c'est surtout la luzerne qui est pratiquée en prairie temporaire, sachant que les débouchés en agriculture biologique sont pas évidents pour tous les agriculteurs, comme il y a peu d'élevage dans la région. Donc, la plupart des acteurs laissent la luzerne 3 ans, parfois 2 ans, quand ils n'ont pas vraiment de débouchés. Donc, au niveau de l'efficacité de la luzerne est beaucoup plus efficace pour concurrencer le chardon si elle est vigoureuse. Donc, les préconisations, c'est de ne pas faucher trop ras et de la laisser fleurir au moins une fois par an. Et deuxième niveau d'efficacité, c'est la durée de la luzerne va effectivement jouer sur la durée de la parcelle, de la propreté de la parcelle après la destruction de la luzerne. Ce qui est ressorti des témoignages d'agriculteurs, c'est qu'après une luzerne de 2 ans, le chardon réapparaît 2 ans après la destruction. Et après une luzerne de 3 ans, le chardon réapparaissait 3 ans après la destruction. Alors, sur la question: est-ce que le chardon revient après la luzerne? Est-ce que c'est parce que les racines persistent ou parce que les graines sont arrivées dans des champs voisins? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. L'hypothèse qu'on met, c'est que le chardon étant fortement concurrencé par la luzerne, il va rentrer dans une espèce de dormance
où pendant les 3 ans, il va essayer de concentrer ses réserves racinaires. Il va diminuer sa biomasse racinaire pour essayer de concentrer dans quelques racines, et ce qui lui permet du coup d'avoir un temps de latence et de réapparaître quelques années après la destruction de la luzerne. Mais pour l'instant, c'est vraiment très difficile à dire. Est-ce que ce sont les graines arrivées des champs voisins ou les graines alors, soit ce sont les graines qui arrivent des champs voisins, mais en général, la dissémination aérienne des aigrettes est assez limitée. On estime qu'au-delà de 10 mètres, il y a plus que 10% des aigrettes qui ont encore une graine au bout de la plume, quoi. Après, c'est possible de ramener des graines via les outils de travail du sol. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que si on travaille un champ où il y a du chardon, et le champ suivant, on risque de ramener des fragments racinaires dans le champ suivant. Voilà. La propreté des outils de travail du sol n'est pas à négliger. Voilà. Alors, pour la gestion du chardon en agriculture de conservation des sols, quelle piste? La luzerne. Voilà. Après, du coup, sachant que la luzerne fauchée permet de gérer efficacement le chardon pour quelques années, il pourrait être intéressant d'explorer du coup des systèmes du type de ce qui est testé par Arvalis, par Régis Elias, notamment ingénieur régional d'Arvalis, qui est la combinaison, enfin l'implantation de cultures sous couvert de luzerne qui est fauchée dans les interrants. C'est une piste intéressante pour le chardon. Pour l'instant, à ce que je crois savoir, ils n'ont pas encore de résultats sur les vivaces, mais c'est une piste extrêmement intéressante. Il y a une autre question sur le binage des céréales et ce qui permet de réduire les populations de chardon. Alors, le problème du binage des céréales, c'est que souvent, l'interrant est plus serré, et du coup, on arrive à avoir moins de surface en proportion que les cultures à écartement large. Donc, pour l'instant, de nous, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très peu efficace. On laisse beaucoup de pieds. Donc il a... C'est pas rien, mais c'est pas top non plus. Je sais pas si je réponds bien à la question. Alors, pourquoi est-ce que les intercultures fonctionnent mal contre le chardon? Alors, je ne sais pas si c'est qu'elles fonctionnent mal, mais on les sème du coup en août. Du coup, elles vont commencer à développer leur système racinaire de façon assez superficielle. Quand le temps est sec, elles vont galérer. Alors que le chardon, lui, il a son système racinaire bien en place. Donc, il sera forcément plus concurrentiel que les couverts d'interculture. Voilà. Donc, pour le sondage, je suis désolée, les questions auxquelles je n'ai pas réussi à répondre, je vous propose, je ferai peut-être un petit point. Pardon. Je ferai peut-être un petit point après le webinaire. Je vous enverrai les réponses par mail. Donc, à la question, le laitron produit des nouvelles pousses juste après un travail du sol, soit en janvier, soit en février, soit en septembre. Donc, vous êtes 55% à avoir répondu en juillet. Effectivement, le laitron, il commence à apparaître dès les champs qu'à partir de mars-avril. Cette année, c'était même avril, un mois après le chardon. Et il rentre en dormance en février. Donc, il produit des nouvelles pousses vraiment entre avril et fin août, début septembre. Du coup, la bonne réponse, c'était en juillet. Donc, cette période très courte où le laitron va être actif et produire des nouvelles pousses, ça va être vraiment déterminant dans la façon dont on va essayer de le gérer. Donc ici, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qui a été réalisée par l'équipe de Vive les Bio, mais aussi par les étudiants de l'école d'ingénieurs de Junia, donc une enquête réalisée en 2020 et 2021. Donc on a demandé finalement aux agriculteurs qu'est-ce qui avait tendance à favoriser le laitron dans les champs et qu'est-ce qui avait tendance au contraire à le maîtriser, qu'est-ce qui permettait de le maîtriser. Donc ce qui est ressorti des enquêtes, c'est que toutes les cultures qui laissent passer la lumière en mai-juin
que ce soit les légumes plein champ, LPC c'est légumes plein champ, les pommes de terre ou les céréales oléoprotéagineux à écartement large, type maïs, févrole, sorgho. Le laitron avait tendance à se développer dans ces cultures-là et être présent même après sur les parcelles. En revanche, toutes les cultures plutôt étouffantes, compétitives en mai-juin, donc les céréales oléoprotéagineuses d'hiver ou la luzerne, la prairie, ces cultures-là, le laitron se développait peu et elle ne salissait pas la parcelle. Ensuite, sur les travaux du sol en été-automne, donc le labour a été cité très très souvent comme un levier de gestion du laitron, même s'il y a quelques producteurs qui trouvaient que ça changeait pas grand-chose. Le travail profond du sol aussi, notamment en été, où on dessèche du coup les racines de laitron. En revanche, les déchaumages, c'est beaucoup plus nuancé. Vous voyez qu'il y a presque la moitié des producteurs qui trouvent que les déchaumages favorisent le laitron, un tiers des producteurs qui trouvent que c'est un levier de gestion correct et le reste qui trouvent que les déchaumages n'ont aucun effet ni favorable ni défavorable sur le laitron. Donc l'efficacité des déchaumages est vraiment très incertaine et ça c'est très lié à cette entrée en dormance très précoce. Donc si on passe quand le laitron, si on fragmente les racines quand le laitron est en dormance, on va juste le bouturer, on va juste démultiplier les pieds pour l'année suivante sans vraiment épuiser les racines. Donc ça, on l'avait vu lors des essais qu'on avait réalisés donc, sur le chardon. Il y avait deux acteurs qui étaient également envahis de laitron, donc on a pu voir l'effet aussi sur le laitron. Chez ces deux producteurs-là, du coup, il y a eu des dynamiques très différentes d'évolution du laitron. Donc chez l'agriculteur 2, vous voyez que les densités de laitron avaient réduit de 90%, tandis que chez l'agriculteur 6, il y avait une augmentation. Donc les tâches où le laitron était très dense avaient légèrement augmenté et les tâches où les densités étaient faibles avaient explosé, donc plus 362%. Donc ça, on l'explique par la fréquence d'intervention qui était différente chez les deux agriculteurs. L'agriculteur 2, il intervenait toutes les 2-3 semaines et l'agriculteur 6 intervenait toutes les 3-4 semaines. Donc voilà, l'effet des déchaumages sur le laitron dépend déjà de la fréquence d'intervention. Comme le point de compensation est atteint plus rapidement, à 5-7 feuilles, il faut intervenir plus rapidement sur les parcelles. Et enfin, vous voyez que le couvert d'interculture ont été cités assez régulièrement comme des moyens, des leviers de gestion du laitron. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va essayer d'explorer cette piste dans Vive les Bio, sachant que le laitron est en dormance à ce moment-là. Est-ce que le concurrencer sur la photosynthèse l'empêche de faire des réserves? Est-ce que les couverts ont vraiment un effet ou est-ce que c'est juste qu'on peut implanter des couverts quand la parcelle est infestée de laitron plutôt que travailler son sol parce que de toute façon, le travail du sol n'aura un effet qui peut être négatif. Enfin, sur le travail du sol au printemps, donc ce qui est ressorti des enquêtes, c'est que vraiment la fraise, qui est un outil de préparation du sol, notamment pour les légumes plein champ, qui va affiner très fortement le sol, va vraiment fragmenter aussi très finement le système racinaire du laitron. Donc la fraise est passée à 15 ou 20 cm de profondeur, donc là où 75% des racines de laitron se situent. Donc ça va vraiment avoir un effet multiplication du laitron. L'expression employée par les producteurs, c'est vraiment qu'il y a un tapis de laitron après sur la parcelle. Ensuite, sur les autres travaux du sol, donc notamment les travaux répétés, donc les préparations du sol répétées avant l'implantation des cultures, ou le binage en mai-juin, donc toutes ces pratiques ont été plutôt citées comme des leviers de gestion du laitron. Voilà pour le laitron. Donc, vous l'aurez compris, c'est une culture qu'on connaît encore assez peu, qu'on commence à mieux connaître et qu'on espère mieux étudier du coup dans Vive les Bio 2 jusqu'en 2024. Donc, on va s'attaquer maintenant au rumex. Donc, je vais vous mettre une question sur le rumex dans le sondage, dans la partie sondage. Donc, pour le rumex, du coup, les bourgeons qui peuvent donner de nouveaux pieds de rumex, est-ce qu'ils sont situés sur toute la racine? Est-ce qu'ils sont situés à la base des feuilles sur le pétiole ou est-ce qu'ils sont situés dans la partie haute de la racine, donc à 10 cm de profondeur maximum? Et en attendant que vous répondiez au sondage, je vais répondre à quelques questions sur le laitron.
Alors, donc il y a une remarque qui dit que sur la concurrence entre couvert et laitron, comme ce dernier est en dormance, est-ce qu'on n'est pas sur une dégénération naturelle du feuillage de la vivace? Du coup, il s'agirait d'une conclusion d'effet. Donc l'entrée en dormance, c'est quand la plante arrête de produire de nouveaux pieds à partir de la racine. Par contre, qu'il soit en dormance, il va continuer à faire de la photosynthèse et à stocker des réserves racinaires. Du coup, effectivement, je pense pas que ce soit la dégénération naturelle du feuillage de la vivace. Je pense qu'en fait, c'est que peut-être que les producteurs ils comparent un couvert d'interculture à un travail du sol et que effectivement entre le couvert et le travail du sol, il n'y a pas vraiment de différence et du coup, c'est peut-être que du coup le couvert d'interculture euh, en tout cas, s'il ne permet pas de maîtriser le laitron, il ne va pas empirer la situation. Du coup, je ne sais pas si c'est un effet comme ça. En tout cas, c'est une bonne question. On va essayer d'observer plus finement le laitron à cette période-là. On va mettre un essai en place avec la Bioteam, qui est un groupe regroupant 4 agriculteurs, en partenariat avec le projet Symbiose de Bio-Hauts-de-France. Et notamment on va essayer d'implanter des couverts et comparer l'implantation de couverts à des travaux du sol répétés pour essayer de maîtriser le laitron. Donc on va essayer de mieux observer le cycle du laitron en fin août, début septembre pour voir est-ce que c'est une dégénérescence naturelle du laitron qui se passe dans les couverts ou est-ce que les couverts concurrencent un peu le laitron pour la lumière et du coup l'empêchent de faire des réserves avant l'automne. Est-ce que la profondeur à laquelle les fragments de racines sont enfouis joue sur la probabilité de faire des nouvelles plantes? Donc le laitron, dans la littérature scientifique, on sait qu'il peut produire des nouvelles pousses même si les fragments sont enfouis à plus de 30 centimètres dans le sol. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 1,80 m. Alors ça va jouer, en revanche, la profondeur à laquelle on enfouit les fragments va jouer sur euh, la durée avant que les nouvelles pousses apparaissent. Plus on enfouit profondément, plus le temps va être long avant que les pousses réapparaissent. Et c'est sur ça qu'on a joué d'ailleurs pour faire un essai cette année dans une parcelle chez un acteur du Nord, où on lui a proposé de faire le labour, non pas comme d'habitude à la sortie de l'hiver suivi de faux semis, mais vraiment juste avant l'implantation du maïs. Mais c'était sur une parcelle de maïs. L'idée était que si on réussissait à enfouir les racines de laitron à plus de 20 cm, enfin à 20 cm dans le sol, on donnait un avantage concurrentiel au maïs, on retardait du coup le développement du laitron et du coup on pouvait ensuite le biner facilement. Bon, cette année ça n'a pas trop marché parce qu'on n'a pas pu biner, du coup la parcelle était beaucoup trop humide pour qu'on puisse rentrer dedans. Mais voilà, c'est une bonne piste. Ah, pardon. Alors, il y a une question sur le fumier qui est pendu. Est-ce qu'il peut être une source de contamination future de chardon via la paille? C'est une bonne question. Je n'ai pas d'éléments là-dessus. Donc, j'essaierai de trouver des choses là-dessus. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose dans la littérature sur la dissémination du chardon via les graines, notamment via la paille. Mais j'essaierai de me renseigner. Voilà. Donc, on a fini pour cette partie laitron qui est vraiment une adventice qui touche plus particulièrement les producteurs en légumes de plein champ, mais qui commence à toucher aussi apparemment les producteurs en conventionnel pour la betterave sucrière et pour la pomme de terre notamment. Donc, une culture, une vivace qui peut se développer et qui peut être problématique pour tous les producteurs qui font des cultures de printemps. Il faut savoir que le laitron des champs est particulièrement problématique en Europe du Nord, donc en Finlande, Suède, Danemark. Ce sont des pays où les rotations sont principalement des céréales de printemps. Donc, il n'est pas impossible que pour les agriculteurs qui ont des rotations de céréales de printemps, le laitron devienne aussi très problématique. Donc, on va passer sur le rumex.
Du coup, au sondage sur le Rumex, vous avez répondu à 75% que les bourgeons étaient situés effectivement dans la partie haute de la racine. Et effectivement, c'est le petit schéma que j'avais mis tout à l'heure. Les bourgeons qui donnent des nouvelles pousses sont situés sur ce qu'on appelle le collet, qui est vraiment la partie juste en dessous de la surface du sol. Donc, le collet est un peu plus superficiel pour le Rumex crépus que pour le Rumex à feuilles obtuses. Sur le Rumex crépus, on considère qu'il a 4-5 cm de profondeur, qui va jusqu'à 4-5 cm de profondeur. Et pour le Rumex à feuilles obtuses, on considère qu'il va à 7-8 cm de profondeur. Donc, on prend 10 cm pour être sûr. Les résultats que je vais vous présenter sur le Rumex, c'est des résultats qui sont principalement issus de la littérature scientifique. On a moins d'observations en plein champ pour le Rumex que pour ce qu'on a eu pour le chardon et pour le laitron. Donc le Rumex, je l'ai dit, c'est une vivace accidentelle. On va multiplier les pieds via les travails du sol en fragmentant les racines, mais c'est aussi une culture qui va se reproduire majoritairement par les graines. Donc, il y a 2 stratégies à avoir pour le Rumex. Il faut à la fois gérer les pieds qui sont déjà présents dans la parcelle, essayer de les épuiser. Donc, la meilleure période pour les épuiser, c'est en été, au moment où il n'y a pas de culture et au moment où les réserves sont en train de se reconstituer. Et la meilleure période, du coup, en parallèle de ça, il faut arriver à gérer les levées de Rumex qui sont printanières ou automnales. Et il faut essayer de gérer les levées avant 3-4 feuilles. Donc, il faut savoir, donc pour la destruction des pieds en place, donc la solution la plus efficace sans herbicide, ça reste encore l'arrachage manuel quand les densités sont très faibles. Voilà, quand il y a quelques pieds dans la parcelle, vaut mieux y aller les arracher. Donc avec une fourche à Rumex ou avec une bêche, essayer d'avoir les 10 premiers centimètres de la racine et de l'exporter de la parcelle. Ensuite, le labour, c'est j'ai mis un petit focus sur le labour parce que finalement, le labour, c'est assez nuancé, son efficacité. Donc, quand on laboure, on va enfouir les graines, mais ça va en détruire que 40% en un an. Et les graines qui restent, elles peuvent persister dans le sol pendant 5 ans, voire 80 ans. Les sources divergent. Du coup, cette persistance des graines dans le sol, ça va faire que quand on laboure, on risque de remonter à la surface et de faire germer des graines qui étaient enfouies dans le sol. Et on peut aussi enfouir les graines qui étaient présentes. En enfouissant les graines qu'on était présentes, on prend le risque, si on laboure plus tard, de les refaire remonter et du coup de les faire germer. Et ensuite, sur les pieds qui sont déjà en place, le labour permet d'en détruire une grande partie. Par contre, il risque aussi d'enfouir le collet à 20 cm de profondeur. Et quand le collet, donc la partie qui fait des nouvelles pousses, est enfouie à 20 cm, il sera beaucoup plus difficile à atteindre. Donc, la technique du scalpage va plus être efficace du tout et la technique de l'arrachage manuel non plus. Enfin, il faudra aller beaucoup plus profondément pour réussir à avoir le collet. Ensuite, sur les interventions mécaniques qu'il est possible de mettre en œuvre pour gérer le Rumex, donc il y a pour gérer pour lever les levées, pour gérer les levées, pardon, je commence à fatiguer. On peut toujours faire des faux semis, donc au printemps ou à l'automne. Donc, ce qui est important à savoir, que ce soit pour les faux semis, pour la RC trille, c'est pour le guidage, c'est d'essayer de gérer les plantules avant le stade 3-4 feuilles. Après ce stade-là, les plantules de Rumex sont déjà capables de refaire des nouvelles pousses si juste les parties aériennes sont détruites ou si on fragmente le système racinaire. Ensuite, pour gérer les pieds en place, donc ce qui est recommandé, c'est de faire des déchômages répétés d'été. Donc avec cette idée d'essayer de scalper à 10-12 cm du coup les pieds de Rumex et donc avec un outil à dents type néo-déchômeur à ailette et du coup d'essayer d'extraire le collet du sol, de bien le laisser en surface par un temps chaud et sec pour qu'il dessèche. Et du coup, sur ça, il y a un agriculteur qui m'avait dit que pour lui, le plus efficace, c'était les rouleaux à pic.
Donc, il faut pas avoir un rouleau cage classique parce que ça va avoir tendance à rappuyer les collets dans le sol et du coup, ils vont repiquer. Par contre, un rouleau à pic, comme ce qui est montré sur la photo, ça va permettre de relever les collets et de bien les laisser en surface sur le sol. Attention toutefois avec tous les passages de déchômage à ne pas fragmenter la racine. Donc, type cover crop, c'est fortement déconseillé pour les rumex. Ensuite, au niveau des cultures qui permettent de gérer le rumex, donc il y a des cultures qui sont nettoyantes comme les métailles ensilées. Donc métailles ensilées puisque l'ensilage permet de réduire la capacité de germination des graines. C'est récolté assez précocement, donc ça permet d'éviter qu'ils fassent des hampes florales et ça permet de l'épuiser au moment où ces réserves racinaires sont au plus faibles. Des cultures très couvrantes au printemps et en été, comme le sarrasin, peuvent être pertinentes. Les légumes de plein champ, puisqu'ils sont fortement sarclés, donc on va pouvoir venir épuiser les pieds en place et gérer les levées de plantules. Par contre, les cultures les plus salissantes sont les prairies et la luzerne notamment. Donc la luzerne, on a vu qu'elle était efficace pour le chardon, pour le laitron. Par contre, le rumex, il va pas être fortement concurrencé par la rumex. Il va pas être sensible aux fauches et il va réussir à faire sa vie dans la luzerne, quoi. Pour les prairies légumineuses graminées, ce qui est conseillé, c'est d'avoir les prairies les plus homogènes possibles avec au moins 30% de graminées pour essayer de concurrencer un peu le rumex. Donc, pour revenir sur la question qui avait été posée tout à l'heure, donc les graines, du coup, sont résistantes à l'ingestion par les ruminants, elles gardent leur capacité germinative. Du coup, les prairies qui sont infestées du rumex et qui sont utilisées comme fourrage pour le bétail, les effluents de l'élevage doivent être traités avant d'être répandus dans les champs. Donc, soit par compostage, soit par méthanisation. Donc ça, je vous ai mis les résultats d'un essai qui a été réalisé en Belgique en 2005 qui avait montré qu'effectivement que si on laisse les graines à des températures supérieures à 50 degrés pendant 10 à 15 jours, on arrive à détruire leur capacité germinative. Une autre solution consiste du coup à ensiler les pâtures infestées du rumex, l'herbe quand elle est infestée de rumex, ou à déshydrater l'herbe, mais c'est pas efficace à 100%. On va réussir à réduire le stock semencier, mais pas à le détruire totalement. J'ai fini pour la partie sur les rumex. Donc vous avez senti que c'est une adventice pour laquelle j'ai un peu moins d'éléments, un peu moins de retour de terrain. Alors il y avait une question sur les graines de rumex. Est-ce qu'elles sont viables à tout moment? Est-il préférable de couper les rumex avant que les graines soient viables si on le laisse au sol? Si c'est le cas, quel est le moment idéal? Donc oui, il est toujours préférable de couper les hampes florales avant que les graines arrivent à maturité. Et il est même préférable de couper les hampes florales avant même qu'il y ait des fleurs. Puisque même si seules les fleurs sont présentes sur la hampe, comme je l'ai expliqué, il y a certaines fleurs qui vont pouvoir développer des graines qui vont arriver à maturité. Donc on estime qu'une hampe en fleurs, il y a 15% des fleurs qui vont donner des graines. Si on la coupe, du coup, et si on la laisse au sol. Du coup, ce qui est chaudement recommandé, c'est d'essayer d'exporter les hampes florales de la parcelle lorsqu'on les coupe. Est-ce que les graines de rumex sont viables à tout moment? Alors, elles ont besoin de lumière pour pouvoir germer. Donc, elles vont germer plutôt de façon superficielle dans le sol. Et après, oui, elles ont une capacité de germination très, très importante. C'est de 90 à 95%. Elles ont besoin d'humidité et de chaleur pour pouvoir germer. Et surtout d'humidité, d'où le fait qu'elles les levées sont printanières ou automnales. Alors, il y a une question sur la déshydratation. Effectivement, pour les températures supérieures à 150 degrés, pourquoi est-ce que les graines de rumex ne peuvent pas être détruites? À 150 degrés, du coup, je pense qu'effectivement, on détruit les graines. Après, sur la déshydratation, j'avais plutôt en tête le séchage en grange, par exemple. Bon, on déshydrate pas complètement, mais euh, voilà. C'est une bonne question. En tout cas, je vais essayer de me renseigner. Je ne sais pas si ça a été étudié, mais normalement,
a priori, effectivement, quand la température dépasse 150 degrés, les graines de rumex devraient perdre leur capacité de germination. Mais je vais dire a priori. Alors, rumex et graines de légumineuses, y a-t-il une contamination dans les semences achetées ou est-ce la germination des graines de légumineuses implantées qui sécrète des substances favorables à la germination d'anciennes graines de rumex? Alors, cet effet-là, il a été étudié notamment dans le cadre du projet national Capable, qui est conduit par l'Institut technique de l'agriculture biologique. Donc, il y a eu des essais où on essaie de rechercher un effet soit à l'allopathie, soit au contraire symbiose entre les graines de légumineuses et les graines de rumex. Et on n'a rien trouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet inhibiteur ou favorisateur de la germination des graines de rumex quand il y a des graines de légumineuses, quand les légumineuses germent. Alors, à la question, est-ce qu'il y a une contamination des semences achetées, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Donc, pareil pour la question sur la levée de dormance des graines avec le trèfle. Pour l'instant, les essais qui ont été faits dans Capable n'ont pas permis de conclure favorablement à cette question. Donc, pour l'instant, on n'a rien vu dans les essais qu'on a pu faire. Après, je vous renvoie vers Alain Rodriguez de l'ACTA qui a mené les essais et qui en sait beaucoup, beaucoup plus que moi sur le rumex en général. Donc, je vais finir ce webinaire en vous renvoyant du coup vers les documents qu'on a disponibles, qu'on a mis en ligne sur Internet. Donc, sur le site d'AgroTransfert, donc dans n'importe quel moteur de recherche, si vous tapez AgroTransfert, Vivace, agriculture biologique, vous allez tomber sur notre centre de ressources où on a tous les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui, mais on a aussi des témoignages d'agriculteurs qui ont mis en place des pratiques innovantes, les synthèses des essais qu'on a menés. Et on a un outil en ligne qui s'appelle Odera Vivace, qui permet d'essayer d'estimer la sensibilité de la rotation au développement du chardon. À savoir que tous nos partenaires aussi proposent des formations, donc les chambres départementales d'agriculture et Bio de France notamment, proposent des formations où ils utilisent les résultats qu'on a acquis dans le cadre du projet. Du coup, sur la suite du projet, donc l'outil Odera Vivace, on est en train de l'améliorer. On est en train de l'adapter aussi à de nouvelles régions. On veut l'adapter aux régions Île-de-France, Centre et Midi-Pyrénées dans le cadre du projet, toujours pareil, du projet Capable. Du coup, il y a un questionnaire qui est en ligne. Et le but, c'est d'essayer de recueillir des itinéraires techniques de parcelles et de recueillir l'évolution du chardon dans ces parcelles-là pour paramétrer l'outil. Donc, si vous avez des parcelles à chardon, vous pouvez répondre au questionnaire, ça nous aidera beaucoup. Alors, je vous mets le lien vers le questionnaire, du coup, en ligne dans les questions. Voilà. Et ensuite, sur la poursuite des travaux, donc je l'ai dit, 2020-2024, on va vraiment se concentrer sur le laiteron qui est une impasse technique pour beaucoup de producteurs de légumes plein champ en agriculture biologique. Donc, on a mis en place un réseau de parcelles qu'on va suivre du coup pendant 4 ans. Donc, on va suivre l'évolution du laiteron dans ces parcelles pour essayer de mieux le connaître, de mieux le comprendre, de mieux répondre aux questions sur sa biologie. Et on va coupler ce suivi, ces observations à des essais de pratique en parcelle agriculteur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait une démonstration le 23 août à Varennes. Enfin, c'est plus proche de Cuts, en fait, la parcelle, donc dans l'Oise. Donc, si vous voulez y participer, il reste encore des places. Donc, vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail, juste. Donc, ce sera limité à 50 personnes pour pas vous demander le pass sanitaire et on va vous demander d'apporter un masque, par contre. Et enfin, j'en profite pour faire de la pub pour mon collègue Romain Crignon qui fait un webinaire le 29 septembre à 18h sur les couverts d'interculture pour les gérer sans labour ni chimie. Donc, c'est pareil. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour le webinaire, si jamais vous voulez vous inscrire. Voilà, le webinaire est terminé.
Donc, toutes les questions auxquelles j'ai pas pu répondre, j'essaierai d'y répondre de faire un mail pour y répondre. Si ça demande des recherches complémentaires, je pourrais m'y plonger. Alors, est-ce qu'il y a une adaptation d'Odera pour le Grand Ouest? Actuellement, non. On ne s'est pas prévu. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et je vous souhaite une excellente journée.